Bonjour les amis, bonjour à tous, l'Afterlap, le podcast du sport auto, et de nouveau Henri Pescarolo est notre invité parce que on en profite d'avoir Henri avec nous, c'est vraiment très sympa de sa part. Rebonjour Henri. Eh bien bonjour et bonjour à tous de nouveau. Et oui, on avait parlé Formule 1 la dernière fois avec toi et on arrive au plat de résistance bien sûr, Le Mans. En tant que pilote, car je précise qu'il y aura après un troisième épisode où tu nous parleras de ton expérience du Mans, mais en tant que patron et team manager. Donc la partie pilote, évidemment, c'est celle qui t'a rendu célèbre à tout jamais. Avec, rappelons-le s'il en était besoin, que tu as participé 33 fois aux 24 heures du Mans. C'est le record absolu de participation pour la plus grande course d'endurance du monde. Est-ce que tu en es fier ? Je suis fier d'être encore vivant déjà parce que logiquement je devrais être mort en 69 sur la ligne droite des Hunaudières. Donc fier peut-être pas, disons que j'ai eu un petit peu de constance dans mes amours pour Le Mans et les sports prototypes et que j'ai eu la chance que ça dure un certain temps. Alors tu démarres en 66, ce qui nous fait penser bien évidemment au film Le Mans 66 que tu as vu et où on a focalisé sur le duel Ford-Ferrari. Mais c'est assez amusant de se souvenir aussi que tu as démarré à ce moment-là. Est-ce que tu te souviens toi aussi effectivement pour ne parler que de ce duel Ford-Ferrari, c'est vrai ça ? Oui, bien sûr. De toute façon, c'était l'événement. Alors, je ne l'ai pas suivi de très près parce qu'au départ, je ne devais pas conduire au Mans 66. Comme je le dis dans le dernier épisode, j'étais un pilote à l'essai chez Matra. Donc, 66, j'étais en Formule 3. Je n'étais pas encore désigné pour essayer d'être champion de France de Formule 3. J'étais là pour continuer à essayer de prouver à Matra qu'ils avaient bien fait de me prendre. Donc, n'ayant aucune expérience de la course automobile, Jean-Luc Lagardère avait considéré que j'étais peut-être pas apte à conduire une voiture théoriquement très rapide sur le circuit du Mans. Donc, je suivais d'assez loin ce qui se passait aussi bien chez Matra avec cette 620, c'était le nom de cette voiture qui allait débuter au Mans. En plus, je savais que c'était une voiture un petit peu pour préparer l'avenue d'un moteur français par la suite. On avait mis dedans un moteur de Formule 1, un moteur VRM, poussé à 2 litres. Et tout le monde savait qu'un moteur de Formule 1, c'est pas fait pour faire 24 heures. Donc ça m'intéressait moyennement et je me concentrais sur ma saison qui était importante à mes yeux, 66 en Formule 3, pour essayer de prouver à Jean-Luc Lagardère que en 67, ça allait être à mon tour d'être champion de France. Et puis au dernier moment, je ne sais plus exactement dans quelles circonstances, il y a dû y avoir un des pilotes qui n'a pas pu venir. On m'a dit de venir d'urgence au Mans pour conduire pour la course des 24 heures du Mans 66. Ce qui était un peu particulier parce que j'avais participé à aucun développement dans cette voiture, je ne l'avais jamais conduite, je n'avais jamais tourné sur le circuit du Mans. Et on me fait venir pour conduire au Mans. Donc quand on est jeune, il n'y a rien qui nous étonne vraiment, on est prêt à tout. Tu es avec Jean-Pierre Josso. Avec Jean-Pierre Josso, qui lui était un pilote qui avait une année d'expérience en plus. Il avait été Volanchel en 63, donc il était théoriquement avec une année d'avance sur moi chez Matra. Les premiers essais de jour, y a tellement de problèmes à résoudre que je ne monte pas dans la voiture. C'est Josso qui s'en occupe. Et la séance d'essai se termine, commence la séance d'essai de nuit, donc je commence un peu à me poser quelques questions. Et là, effectivement, on me dit « Henri, c'est à toi ». Donc je monte dans une voiture inconnue, sur un circuit totalement inconnu. J'avais quand même suivi dans la séance d'essai avant l'incroyable duel entre Ford et Ferrari pour la pole position. Donc il y avait 8 voitures au moins, il y avait 4 Ford et 4 Ferrari, sans doute, quelque chose comme ça. Oui, oui. Plus quelques autres gros protos.
En tout cas, les Ford et les Ferrari, c'était la guerre absolue pour la pole position. Donc je pars sur cette voiture inconnue, sur un circuit inconnu, de nuit. Bon, les phares à l'époque, ça éclairait pas beaucoup plus que des côtes de notre époque. Et je dois dire, et je l'ai souvent avoué et raconté, c'est la seule fois dans ma vie où j'ai eu peur. Parce que je suis parti sur un circuit, comme je viens de le dire, inconnu. Je ne savais pas où ça allait. La voiture, elle était d'une instabilité absolue. Ça n'avait rien à voir avec les monoplaces que je conduisais d'habitude. Ça allait quand même relativement vite dans la ligne droite. Et tout en allant relativement vite, j'avais des avions de chasse qui me rattrapaient toutes les 2 secondes. C'était les Ford et les Ferrari qui étaient en train de se battre encore pour la pole avant la fin de la séance de nuit. Donc je dois dire que pendant quelques tours, ça a été la terreur absolue. Je ne savais pas où j'étais. L'auto, l'endroit le plus délicat, c'était la ligne droite, tellement elle était instable. Enfin, ça a été un moment assez intense. Ceci dit, j'ai réussi à la ramener au stand et à ne pas sortir de la route. Mais plus que le duel Ford-Ferrari, c'est mes premiers tours au monde dont je me souviens vraiment. Tout à fait. Alors, ta période Matra, parce qu'elle est assez longue, hein, je vais exclure ta participation en 71 sur une Ferrari de la Scuderia Filippinetti. Et on va se concentrer sur cette première période Matra. Globalement, tu n'as que des abandons et que des victoires. C'est un peu malheureux à dire, mais c'est un petit peu ça. Alors, il y a quand même l'année 68, évidemment, qui a marqué les esprits avec ta chevauchée extraordinaire sous la pluie, la nuit, et cette victoire qui peut-être te tendait les bras aussi. Comment tu t'en souviens maintenant, autant d'années après, comme un exploit authentique de ta part dont tu peux être fier, ou un petit moment de folie, comment tu dirais? C'est tout ça à la fois. C'est un moment de folie absolue parce que de toute façon c'était infaisable. J'en suis fier, non. Je crois que j'ai eu le bon Dieu, comme je le dis de temps en temps, le bon Dieu était assis à côté de moi dans la voiture. Parce que faut savoir quand même que Servoz, c'était quand même quelqu'un dans la vie qui a prouvé qu'il n'avait pas souvent peur au volant. C'était un pilote extraordinaire qui allait très vite. Et quand il s'est arrêté, ça marchait bien jusque-là, on était bien. Quand il s'est arrêté, moi j'étais dans ma caravane en train d'essayer de me reposer un peu. On n'était que 2 pilotes, donc on se reposait pas longtemps. Et quand il s'est arrêté en disant à Jean-Luc Lagardère, de toute façon, j'abandonne. Déjà avec l'essuie-glace, c'est pratiquement inconduisible. Sans essuie-glace, c'est impossible, donc j'abandonne. Donc quand Jean-Luc Lagardère est venu me chercher, en me racontant ça, en me disant on abandonne parce qu'il y a une panne moteur. Je dis bon, bah, ça c'est classique, le V12 il n'est pas encore très, très fiable. Il me dit non, non, c'est une panne de moteur d'essuie-glace. Ça m'a paru tellement ridicule que j'ai sauté de ma couchette dans ma caravane et puis je suis allé avec Jean-Luc au stand. Il me dit est-ce que vous voulez essayer? Donc il s'est passé quelque chose dans ma tête sans que je m'en rende compte, mais qui est quelque chose de capital. C'est que quand on est un pilote qui a la chance d'être chez Matra, et c'était une chance absolue parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'équipes en France qui s'écouvraient, il y avait Alpine et Matra. Donc quand on avait la chance d'avoir un volant chez Matra, la seule chose que l'on craint, c'est de se faire virer. Surtout quand on est, entre guillemets, encore à l'essai. Donc tout d'un coup, dans ma tête, il s'est passé quelque chose que j'explique difficilement, c'est que quoi qu'il se passe, on me dirait merci. Donc je suis monté dans la voiture en me disant de toute façon, je vais faire un tour et le deuxième, je serai dehors. Donc je fais un tour, en plus on m'arrête au premier tour, parce que Lagardère avait dit, j'avais pas bien entendu, on vous arrêtera pour savoir, pour que vous nous disiez si c'est possible. Donc je fais un tour déjà en IFR absolu pour parler comme un aéronautique, en ne voyant strictement rien. J'aperçois quand même une flèche après Mulsanne, c'était l'endroit où il y avait les signalisations. Non, on m'arrête, j'ai dit ça. Il m'arrête, c'est que je vais pas assez vite, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Je m'arrête et là, Lagardère ouvre la voiture et il me dit est-ce que ça va? Ça m'a paru tellement débile que j'ai claqué la porte et je suis reparti. Pareil, t'as dit vous faites chier. Ouais. Et à partir de là, si tu veux, j'ai été absolument certain que chaque tour était le dernier. D'accord. C'est-à-dire que je me disais bon bah de toute façon, je vais sortir. Ce sera peut-être là, ce sera peut-être le tour d'après, mais de toute façon, c'était absolument infaisable parce qu'en dehors du fait que je voyais rien, les autres, ils voyaient peut-être un peu mieux, mais ils étaient encore plus lents que moi. Donc je rattrapais des voitures sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et quand tu rattrapes une voiture en voyant rien,
tu vois d'abord un halo rouge, tu dis tiens, il y a une voiture que je suis en train de rattraper. Puis quand tu la rattrapes, tu ne sais pas si elle est à droite ou à gauche. Donc il y a un moment, il faut choisir. Si elle est à droite et que tu doubles à droite, tu es dans l'herbe détrempée et tu es dans les sapins. Donc chaque fois, ça a été un pari et qui a été gagné à tous les coups. J'ai toujours trouvé du bon côté sans trop savoir et comprendre pourquoi. Et finalement, j'ai fait toute la nuit comme ça. Et, mais d'une manière, j'allais dire, décontractée. C'est-à-dire que j'étais sûr que ça allait sortir, donc j'attendais le moment où je serais dehors, quoi. Je pense, comme j'ai jamais pensé dans une auto que j'allais me faire mal et que de toute façon j'en avais rien à faire, bah, je me disais tiens, j'ai fait un tour de plus. Et puis je recontinuais le tour d'après, puis tiens, j'en ai encore fait un tour, mais bon, ce sera le prochain. J'attendais le moment où de toute façon j'allais sortir parce que c'était absolument infaisable. Et d'ailleurs, d'autres pilotes m'ont raconté cette nuit-là, et en particulier André de Cortance, qui a été mon ingénieur par la suite. Il conduisait une Alpine, dont tout marchait, les essuie-glaces, tout le bazar. Il me disait, mais tu m'as doublé tellement souvent que je croyais qu'il y avait 5 matras qui couraient. Donc, Non, j'ai pas à en être fier, si tu veux, c'est quelque chose qui est assez inexplicable et qui relève un peu du miracle et puis un peu du fait que j'avais plus rien à perdre. Donc bon, j'y allais et ça marchait. Mais non, mais Servoz, il te remerciait quand même, non? Parce que du coup, Quand je lui ai rendu la voiture, on était deuxième. Donc oui. il m'a dit, effectivement, il m'a dit merci, mais pas jusqu'à la fin, puisqu'après on a abandonné malheureusement. Mais bon, ceci dit, cette nuit-là, ça fait partie de... Ça a contribué un peu, entre guillemets, à ma légende au Mans, parce que j'ai fait un truc qui est inexplicable, si tu veux. Dans la vie, il y a des trucs qu'on peut expliquer, il y en a d'autres, c'est pas explicable. Ouais. Ah, mais des pilotes qui font des relais ou des nuits d'anthologie au Mans, il n'y en a pas 50. Hein, et bon, je pense peut-être à X en 77, oui, on en reparlera tout à l'heure. Mais toi, en 68, oui, tu fais partie de la légende du Mans, effectivement. Ça, vraiment, tu as ça. Oui, parce qu'à l'époque, il n'existe pas de safety car, il n'existe pas de... Il y a à peine des drapeaux jaunes. Il y a eu d'avoir quelques sorties de route, ou même plusieurs certainement que j'ai pas vu parce que je voyais rien. Mais effectivement, ça fait partie des... À la limite, je peux dire que j'en suis un peu fier parce que je suis arrivé à le faire, mais sur le moment, je ne me rendais pas compte, puisque chaque tour, j'attendais que le prochain dans lequel j'allais sortir certainement, tu vois, c'était un peu... Alors, je passe directement aux 3 victoires, à tes 3 victoires, donc 72, 73, 74. Alors, si je refais un petit contexte en 72, bon, déjà, Graham Hill, qui est donc ton coéquipier, tout le monde le sait, mais en Formule 1, il est chez Brabham, Graham Hill, et toi, tu es chez Williams. Donc là, il y a une réunion de 2 adversaires. D'abord, il y a une chose à dire, c'est que je ne voulais pas revenir chez Matra. Parce que j'ai jamais pardonné à Jean-Luc Lecardère de me virer fin 70. Pour moi, ça a été un scandale absolu. Parce que d'abord, c'est pas moi qui ai été viré, c'est Beltoise qui a été rétrogradé en numéro 2. Et qu'à l'époque, il n'y a pas quoi, même maintenant, on ne met pas 3 voitures en Grand Prix. Donc, j'ai jamais pardonné à Jean-Luc. Puis que ce que je lui ai pas pardonné, ça revient un peu à la Formule 1, mais bon... ça complète bien l'épisode précédent. Ce que je lui ai pas pardonné, c'est qu'il n'a pas compris sur le plan psychologique que quelqu'un de timide puisse être un tueur dans une voiture. Parce que moi, j'étais très timide, et je suis toujours très timide. Si tu veux, quand Stewart foulait un pouce en Formule 1 à Estoril, il a fallu donner sa Formule 1 à des pilotes Matra. À l'un des pilotes Matra. Bon, Beltoise, il montait au dernier étage chez Matra, il ouvrait la porte, Jean-Luc, il lui tapait sur le dos et tout. Servoz, il y allait, et si ça ne s'ouvrait pas assez vite, il filait un coup de pied dans la porte, il rentrait dans le bureau de Jean-Luc. Okay. Moi, j'appuyais sur le bureau 5e, là où était le bureau de la Gardère. J'arrivais, la porte s'ouvrait, je rappuyais sur le rez-de-chaussée, je n'osais pas aller le voir, tu vois. Donc, ce qu'il n'a pas compris, c'est qu'un mec timide, qui c'est un tueur dans une auto. Et jamais il a compris ça d'ailleurs. Malgré tout ce que j'avais fait en Formule 3, en Formule 2, où j'avais montré que j'étais pas trop timide derrière un volant, il n'a pas compris qu'il pouvait y avoir deux personnalités aussi différentes. Et quand Kromback lui dit Beltoise, il faut être qu'un numéro 2, il n'a jamais eu l'idée de dire on va mettre Pescarolo en numéro 1 par exemple. Ce qui n'aurait pas été le cas parce que Jean-Pierre était un pilote fabuleux, mais ça il ne l'a pas compris non plus. Donc
quand c'est Kronbach, de nouveau, qui est venu me chercher pour conduire en 72, Oui. j'ai dit jamais je reviendrai chez Matra. Je l'ai envoyé Le chez divorce vraiment. était consommé pour toi. Ah oui, pour moi, je voulais pas revenir chez Matra après Mm. ce que Jean-Luc m'avait fait. Et puis, il est revenu à l'attaque, malgré tout ce qu'il avait fait contre nous, entre guillemets, contre les pilotes français en Formule 1. Apparemment, il avait envie qu'il y ait des pilotes français dans l'équipe Matra Proto. Ouais. Donc à chaque fois, je lui disais non, et puis après, je me suis dit, je suis un vrai con quand même, parce que Matra, ils viennent au Mans pour gagner. Gagner au Mans, c'est quand même fabuleux. J'ai pas de proposition meilleure que ça en ce moment. Donc à la fin, j'ai accepté. Et après, on nous annonce les équipages, Oui. Pescarolo, Graham Hill. Là, je dis non. Alors là, je conduis pas si c'est pour être avec Graham Hill. Pourquoi? Alors parce que c'est un vieux pour toi? Ou Voilà, pour moi, c'est un vieux. C'est Si ça. tu veux, comme j'ai connu le Mans Mm. mieux que personne, Oui. savoir ce que c'est que nu au Mans sous la pluie, Oui. je me suis dit, un mec de cet âge-là, qui est déjà champion du monde, Mm. s'il y a un peu de brouillard et un peu de pluie, il va rentrer se coucher. Donc, je n'avais pas compris à quel point il était motivé de faire la fameuse triple couronne. Champion du monde, Indianapolis, il voulait absolument gagner le Mans. Ça, je ne l'avais pas compris. Finalement, on arrive à me persuader d'être avec Graham Hill. Mais je l'aimais bien par ailleurs, parce qu'on se Oui. côtoyait Bon, alors, voilà, même en c'est Formule ce que je 2. te disais, d'ailleurs. c'était un adversaire en F1, mais là, Même en Formule oui, 2, même puisque en je le Formule. bats, Oui. je le bats à Albi en Mm. Formule 2. En plus, on avait une autre passion commune, c'est l'aviation. Donc, quelquefois, je partais en avion avec lui. D'accord. Quand on faisait des essais au Ricard, par exemple, en proto ou en Formule 1, qu'il était là, on avait une course de Formule 2 en Autriche. Il m'emmenait dans son avion, tu vois, donc je l'aimais bien. Et je me suis dit, il voit pas ce que c'est le monde, il va pas, Et puis en fait, si on a gagné, c'est parce qu'il a été extraordinaire la nuit sous la pluie, tu vois. Ouais, c'est ça. Alors, dis donc, si on revient sur 72 quand même, il y a des choses dont on ne se souvient plus. Un, Matra, et vous, puisque je t'inclus évidemment dans la ligue, vous aviez la pression. Parce que Matra, ça faisait un certain nombre d'années que vous étiez au Mans. Moi, j'ai retrouvé des articles où on voit que Matra, c'est un peu obligation de gagner, entre guillemets. Pompidou est là, il donne le départ, et Beltoise abandonne dès le troisième tour. Ça commence mal. Est-ce que tu te souviens effectivement donc de cette ambiance, peut-être, où il y avait obligation de résultat? Oui, parce que on était passé pas loin déjà. Mhm. Bon, déjà en 68, on pouvait être deuxième derrière une GT40, alors qu'à l'époque, en proto, on était en 3 litres et les soi-disant sports étaient en 5 litres. Donc les GT40, tout ça, ça allait beaucoup plus vite. On a failli être deuxième. Bon, en 69, je suis dans mon lit, mais ils auraient pu gagner parce qu'il y a eu des petits problèmes au dernier moment. Euh, Donc c'est ça, là il y a un peu pression. Oui, on passe pas loin à chaque fois. Mhm. Il y a des problèmes de fiabilité moteur, des problèmes de ressort de soupape. Ça doit être. On abandonne tous et en 70 non, c'est après ça. C'est, je sais plus, 71 ou 71. Tout le monde abandonne avec des problèmes moteurs, je crois, un truc Ouais. comme ça. En 69, quand je suis dans mon lit, Mhm. si Pierce Courage abîme pas la voiture, il gagnait déjà. Donc on passe à chaque fois tout près. Donc en 72, là on met vraiment les moyens. Il y a 4 voitures, rien que des bons pilotes, et on vient pour gagner. Donc il y a une pression incroyable dans l'équipe Matra et chez les pilotes aussi. Ouais. Donc effectivement, on n'est pas très décontracté au moment de prendre le départ, Voilà. parce que théoriquement. Et puis donc je te dis, Beltoise abandonne tout de suite, quoi. Là, Oui, c'est, alors j'imagine, le gros ça coup aussi, dur. c'est un épisode malheureux au détriment de Jean-Pierre qui était pour rien. Parce que lui, il avait ressenti quelque chose pendant les essais. Chris Amon a fait des essais sur la ligne droite du terrain d'aviation. Il a eu vaguement un sentiment qu'il y avait une vibration, mais il ne l'a pas dit. Et puis en fait, le moteur était déjà en train de casser et il casse dès le début. Alors oui. la réfutation de Jean-Pierre d'être un brise-tout vient beaucoup de là aussi. Ouais, ouais. Et on se souvient peut-être pas, mais qu'il a plu le dimanche matin. Ça rajoute de la pression. Et j'ose même dire, tu sais, il y a la mort de Joe Bonnier. Ça a peut-être fait une fin de course Alors, un peu. là aussi, on ne le voit pas trop, Ouais. parce que, comme d'habitude, à cette époque-là, on ne sait pas ce qui se passe derrière les rails. On a vu qu'il s'est passé quelque chose. Sur le coup, on ne sait pas qu'il y a quelqu'un qui vient de sauter et que c'est Bonnier en Voilà, plus. Donc, Bon, ça, tu sais pas. Mais il pleut. il pleut
Et c'est ce qui nous sauve, entre guillemets, parce que comme il n'y avait pratiquement pas de concurrence, il y avait la Lola de Bonnier, mais elle n'était plus là, il n'y avait pas grand-chose d'autre, personne ne pouvait nous battre normalement. Et donc on avait des consignes draconiennes, avec un temps autour à respecter. Et si on ne le respectait pas, ça allait mal. Avec Jean-Luc Lagardère, il était dans les stands. Sauf que des consignes, on ne peut plus les appliquer quand il pleut. Parce qu'on ne sait pas ce que c'est qu'un bon temps ou un mauvais temps autour, sous la pluie. Et c'est là où Graham Hill a été fabuleux, parce que la nuit, sous la pluie, il a fait des relais d'enfer. C'est comme ça qu'on prend la tête. Et en plus, l'autre voiture la plus dangereuse, c'était celle de François Sévère. Elle est heurtée de nuit parce qu'il était en slick, je crois, où il allait doucement. Et il y a Marie-Claude Beaumont avec la Corvette qui rentre dedans et qui nécessite un arrêt assez long. Donc ça a été beaucoup de chance, mais ça a été aussi les qualités de Graham la nuit sous la pluie, ça a été fantastique. D'accord. Alors donc, tu as gagné Le Mans. Qu'est-ce que tu te dis franchement à ce moment-là? Tu réalises, tu restes lucide. Comment tu te souviens avoir apprécié sur le moment cette victoire? Il y a eu deux choses. Il y a eu l'euphorie de la victoire, puisque c'était enfin réalisé le rêve de Jean-Luc Lagardère, gagner les 24 heures du Mans. On s'était tous battus vraiment depuis 65-66 pour essayer d'arriver là. Il y en a qui avaient particulièrement souffert, moi en l'occurrence, avec la 640. Donc c'était la concrétisation des rêves, j'allais dire presque de la France. Tout le monde attendait qu'une voiture française gagne Le Mans, et Matra en particulier. Et, par contre, ça a été en même temps une déception, parce que a posteriori, je me suis dit, maintenant que j'ai gagné Le Mans, je vais peut-être retrouver un bon volant en Formule 1. Et en fait, on s'aperçoit que ça n'a rien à voir. C'est deux disciplines différentes. Et j'ai acquis cette image qui m'a servi toute ma vie. C'est d'un bon pilote d'endurance, mais pas un pilote de Formule 1. Et on peut gagner autant de fois qu'on veut Le Mans. On ne vous propose pas une bonne Formule 1 pour autant. Donc ça a été en même temps une joie profonde d'être enfin arrivé avec Matra à gagner Le Mans. Mais je me suis aperçu que ça a débouché sur une bonne notoriété. Mais entre guillemets, c'est tout. Ouais, d'accord. Bon, on sait qu'en tout cas, tu enchaînes l'année d'après, toujours avec Matra, cette fois-ci avec Gérard Larousse par une deuxième victoire. Mais j'ai envie de passer à 74, ce que je retrouvais là comme note, et c'est vrai que maintenant ça semble incroyable. Tu te souviens qu'il y a 47 minutes d'arrêt au stand le dimanche matin moi, je ne reviendrai pas sur 74 d'abord, parce que 73, c'est l'année la plus importante. Oui. Parce que Jean-Luc Lagardère avait un rêve, il en avait deux, c'est d'être champion du monde en plus de gagner Le Mans. Et d'être pas champion du monde face à n'importe qui, c'est face à Ferrari. Donc Ferrari et Matra attaquent 73 pour le championnat du monde et pour Le Mans. Et dans l'équipe Ferrari, il y a X, Merzario, Patrese, enfin tous les mecs les plus rapides du monde, ils sont là. Donc cette année 73, elle est fabuleuse parce que il y a un équipage de pointe, c'est Beltois-Sévère, chez Matra, c'est les deux vedettes. Et puis il y a les grouillots, entre guillemets, c'est Larousse et moi. Oui. Et on s'aperçoit à la fin de la saison que c'est nous qui avons tout gagné. Ouais. Et on est champion du monde. Alors malheureusement, il n'y a pas de titre pilote. Sans ça, j'aurais été 3 fois champion du monde en endurance. Mais le titre n'existait pas pour les pilotes. Mais Matra est champion du monde grâce à Larousse et moi. C'est nous qui gagnons pratiquement toutes les courses. Et on gagne Le Mans face à Ferrari. Donc c'est un peu le duel 66 Ford-Ferrari. C'est le duel Matra-Ferrari avec l'ambition de Jean-Luc Lagardère de battre Ferrari au Mans et d'être champion du monde. Parce que quand on a gagné l'année d'avant, il n'y avait pas Ferrari. Donc là, il fallait battre Ferrari au Mans. Et donc plus trop de consignes d'équipe. C'était vraiment intéressant pour nous. Parce qu'il y avait une Ferrari qui était partie en pointe avec Merzario, je crois, et Pache, ils étaient ensemble. Et donc il fallait peut-être pas aller suivre le lièvre, mais il fallait être devant les autres. Donc là, les consignes d'équipe, on s'en occupait plus trop. Et c'était à bloc pour battre Ferrari. Donc cette année-là, elle n'est pas insignifiante. On est champion du monde, on bat Ferrari, et c'est vraiment grandiose pour Matra et pour nous. C'est parce que je me dis, on n'aura pas le temps de voir toutes les années. Alors, j'ai essayé de faire des sauts, mais tu as raison, bien sûr, 113, belle bataille avec Ferrari, c'est sûr. Non, je t'avais évoqué cet arrêt au stand de 47 minutes le dimanche matin en 74.
de nos jours, ça semble inconcevable qu'un futur vainqueur s'arrête plus de 3/4 d'heure au stand. Et par quel état d'esprit t'étais passé? Disons qu'il n'y avait plus de concurrence, Hmm. parce que Ferrari n'était pas revenu. Il y avait quelques voitures anglaises qu'on ne craignait pas trop. Et Porsche engageait un espèce de prototype qui était le prototype de la 935, qui était une voiture GT en fait. Donc il n'y avait pas trop de concurrence et on abordait la course en étant sûr de gagner. Sauf que on s'est mis à avoir des problèmes de pneus. C'était les pneus Goodyear, et sans qu'on sache trop pourquoi, les pneus déchappaient au bout de la ligne droite d'une Audière. Donc il y a eu un moment critique, c'est le moment où Jean-Luc Lagardère a failli décider d'arrêter toutes les voitures et d'abandonner. D'accord. Parce qu'il y avait eu 2 voitures qui avaient déchappé, dont celle de Beltoise qui avait eu un accident grave au bout de la ligne droite d'une Audière. Il avait déchappé à pleine vitesse. Et quand on déchappait avec ses pneumatiques, au lieu de rester sur la jante comme ils font maintenant avec les Michelin, le pneu se coupe en deux, il tourne autour de la jante et il arrache tout ce qu'il y a autour. C'est ce qui m'était arrivé en 68 d'ailleurs quand j'ai abandonné après la nuit. Mais donc il y a 3 voitures qui déchappent et il n'y en a qu'une qui déchappe jamais, c'est la nôtre. Alors on a trouvé vaguement l'explication après. Il se trouve que j'étais beaucoup plus lent que les autres dans la ligne droite parce qu'il y a un étrier de frein qui était défaillant et qui laissait les plaquettes tout le temps en contact avec le disque. C'est bien qu'il fallait changer les disques et les plaquettes très souvent. C'est pour ça que j'étais un peu largué. Mais par contre, ça nous a sauvés parce qu'on n'a jamais déchappé. On avait quelques kilomètres-heure de moins. C'était peut-être justement les kilomètres-heure qui faisaient que sur les autres, ça déchappait. Puis à un moment, quand tout le monde a eu déchappé sauf nous, Lagardère a réuni l'équipe. Il a dit, bon, il faut qu'on arrête les voitures. De toute façon, c'est trop dangereux. Et là, bon... ça les embêtait quand même, les ingénieurs. Ils ont dit non, celle de Pescarolo-Larose, ça a l'air d'aller, on va la laisser continuer. Donc on s'est retrouvé tout seul pratiquement, et avec une petite heure d'avance sur la Porsche, tu vois, qui était une GT en fait. Mais là, problème de boîte. Donc il a fallu que je descende de la voiture, que j'ouvre le capot, que j'essaye de réenclencher une vitesse parce que j'étais au point mort sur la ligne droite d'une Audière. J'arrive à ramener la voiture. Et effectivement, en moins d'une heure, ils changent tout l'intérieur de la boîte. Ça a été un exploit extraordinaire des mécaniciens. Et c'était l'une des rares fois où une voiture n'a jamais quitté la tête de course depuis la grille de départ jusqu'à l'arrivée. Ouais, tout à fait. Et quand j'ai redémarré après cette petite heure d'arrêt, là, c'est plus de 45 minutes, je crois. 47, moi j'ai lu. 47 minutes, et ben, je repars devant la Porsche qui ne m'avait pas encore doublé. Non, mais tu as un tour seulement d'avance. Ouais. Et donc, oui, il fallait pas plus. Ça a été une année pas très intéressante sur le plan sportif parce qu'on appliquait des consignes. C'est ce qui m'a valu un truc marrant. C'est drôle, c'est à propos du Mans 66. Quand on dit, quand on voit les pilotes dans la ligne droite qui se font des petits signes, c'est quelque chose d'invraisemblable. Sauf une fois, et c'est Jean-Pierre Jabouille. C'est comme on avait des consignes, que j'étais en pôle et que j'étais devant, ils avaient l'interdiction de me doubler, les autres m'attrapent. Alors Jabouille, vicieux comme il est, il prenait l'aspiration, j'étais à gauche, il venait se mettre à côté de moi, il me faisait un petit signe et puis il revenait derrière. C'est la seule fois, je crois, où 2 pilotes se sont fait des signes à 350 dans la ligne droite d'une Audière. C'est un témoignage important parce qu'on pensait qu'effectivement c'était vraiment du cinéma hollywoodien, mais c'est pas complètement impossible. D'accord. Ceci dit, c'était des voitures ouvertes dans une voiture fermée, on se voit pas. D'accord. Bon, alors écoute, on va faire des grands chapitres. Donc, juste une petite question. Si on t'avait dit à ce moment-là, t'attendras encore 10 ans pour gagner une nouvelle fois au Mans, tu l'aurais cru ou pour toi ça pouvait arriver effectivement? T'étais dans... Non, parce que je pensais que je ne regagnerais jamais parce que Matra s'arrête, 74, c'est la fin de Matra. Rentrer dans une grande équipe d'usine, j'étais pas sûr d'y arriver, bien que j'ai été quand même dans des belles équipes. Mais d'abord, je faisais pas de plan sur l'avenir. Mais j'avais vraiment l'impression que c'était la fin d'un cycle et que je regagnerais peut-être vraisemblablement jamais le Mans, mais je me posais pas vraiment la question. D'accord, ok. Alors, on va en arriver à la période Rondeau. Juste, il y a la parenthèse prestigieuse, Porsche, 77-78. Tu es associé à Jackie Hicks.
nous, tel qu'on le voit maintenant, c'est l'équipage rêvé, c'est l'équipage ultime. C'était le cas? Et comment tu t'es entendu avec Jackie Hicks? Parfaitement, sauf qu'on ne se disait pas un mot parce qu'il ne parle pas. Et comme moi, je ne parle pas beaucoup, Oui, on peut de pas. tes œufs alors. On était deux taiseux, mais on s'aimait bien et il m'appréciait, je l'appréciais. Par contre, c'est invraisemblable le manque de chance que j'ai eu et qu'on a eu. Lui, un peu moins que moi, puisqu'il a changé de voiture et Oui, qu'il a gagné. je t'en poserai une Mais question après. par contre, ce qui s'est passé, c'est quelque chose qui n'est jamais arrivé chez Porsche. Mhm. Donc on avait la voiture pour gagner. Oui. On était imbattable. On était l'équipage numéro un chez Porsche. Personne ne pouvait nous battre. Et effectivement, le début de course, bon, ça m'a. Et puis tout d'un coup, j'étais au volant dans la ligne droite d'une Audière, le moteur explose. Mhm. Ce qui est quelque chose qui n'arrive jamais chez Porsche. Oui. Donc le directeur sportif de l'époque, avant que j'arrive au stand, il avait réuni la presse. Il avait dit Pescarolo a fait un sur-régime, il a explosé le moteur. Sympa. Bon, moi, le temps que je revienne de là-bas, parce que j'étais à l'autre Oui. bout je reviens, et on me dit, tiens, dis donc, tu as fait un sur-régime, tu as explosé le moteur. Pourquoi vous me dites ça? Mais je viens d'avoir une petite conférence de presse, là, je lui ai dit non, j'étais en cinquième, tranquillement, au même régime que d'habitude, et tout d'un coup, tout a explosé. Et en fait, effectivement, une Porsche ne pouvant pas exploser, ça peut être que le pilote. C'est ça, voilà. Et ils ont découvert en démontant la voiture à Weissart la semaine d'après qu'il y a une bielle qui s'était cassée en deux au milieu de la bielle. C'est un truc qui n'est jamais arrivé à tel point qu'à Weissart, dans une vitrine, il y a ma bielle. D'accord. Ok. Donc pour tout le monde, c'est moi qui avais fait la connerie. Oui. Donc Jackie, on le met sur l'autre voiture, Ah oui, il mais gagne. alors, et toi? Ah bah, il est premier pilote, donc c'est le premier pilote. Et Jackie, il était le premier pilote chez Porsche. Donc Tu veux dire que tu le savais, ça t'a... Ah ça, oui, ça- oui, il était premier pilote, on change de voiture, il gagne sur l'autre voiture Oui. en faisant une superbe course. Là, il n'y a rien à dire. Jackie, c'était le premier pilote chez Porsche. D'accord. L'année d'après, on refait Oui. un équipage sympathique chez Porsche. Oui. Et là, c'est Jochen Mass qui sort dans Ouais, les virages qui est avec Porsche, Mass, justement, ouais, et, ouais. et qui pète la bagnole. Mm. Donc, c'est dommage parce que 2 fois de suite, j'avais une voiture pour gagner. Ah oui. Et, et 2 fois de suite, il arrive des choses pas habituelles. Une sortie de route d'un pilote Porsche dans les virages Porsche, c'est pas arrivé souvent, ça doit être Non. la première fois. Et puis une bielle qui se casse en deux, ça n'est jamais arrivé sur un moteur Porsche. Ouais, oui. Donc pas des très bons souvenirs. Arrive la période Rondeau, j'ai envie de dire, qui avait été précédée par Inaltera en 76, mais enfin bon, de 79 à 83, t'es sur Alors Inaltera, Rondeau. on peut en parler 2 secondes, Oui, parce vas-y. que j'avais une proposition de Porsche, Ouais. de nouveau. Enfin, de nouveau, non, c'est avant Inaltera. Attends, c'est avant les Porsche Jackie X ou pas? Oui, tu fais avec Inaltera et Jean-Pierre Beltoise en 76. Ouais, donc j'ai une proposition Oui. de Porsche. Et là, il y a Inaltera qui me contacte, le PDG d'Inaltera, et qui me fait venir au Train Bleu à la gare de Lyon, super déjeuner, Oui, avec oui. Vic Elford comme team manager. Et je leur dis, je ne veux absolument pas conduire votre bagnole. De toute façon, elle est engagée c'était la catégorie sport. À l'époque, c'était pas sport auto, donc c'était une petite catégorie. Ils m'ont fait tellement du rentre-dedans. Et Charles Jam, donc le PDG d'Inaltera, il est assez fort pour ça. Attends, on a Beltoise qui a signé, on va refaire l'aventure Matra, Beltoise Pescarolo. Ils m'ont tellement embobiné que j'ai accepté, et c'est la Porsche que je devais conduire qui a gagné. Ouais, Donc, voilà. évidemment, Donc, d'accord. Bon, donc l'aventure Inaltera, je l'ai un peu en travers du oui, gosier, évidemment. parce que de toute façon, on ne pouvait pas faire grand-chose avec cette voiture, si ce n'est que c'était une belle aventure française de nouveau, avec une marque de papier peint qui construit une voiture, avec un constructeur de Monceau, c'était quand même intéressant. Mais bon, j'avais une telle proposition de Porsche que je me suis laissé embobiner d'une manière que je Ouais. j'aurais pas dû. Ouais, d'accord. Alors Rondeau, ça y est, y est vraiment entre 79 et 83, on va dire. Alors là, Rondeau, c'est différent parce que c'était Alors, des voitures qui pouvaient oui. gagner. On est d'accord. La preuve, elles ont gagné. Voilà. Et que si la FIA avait pas été une bande d'enfoirés, on était champion du monde aussi. Puisque quand on perd le titre de champion du monde, c'est parce que Porsche va rechercher les points du 911 au Nürburgring. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait à la FIA pour que la FIA accepte
qu'une GT Oui. apporte ses points à l'écurie Proto pour être championne du monde, bon, ça veut dire qu'on sait où est l'argent. Oui. Il n'était pas du côté de Rondeau, il était du côté de Porsche. Mais enfin bon, on va Ouais. pas revenir là-dessus, mais c'était des voitures pour gagner. Oui. Le problème, c'est qu'il y avait un moteur Cosworth qui était épouvantable, qui vibrait énormément, qui cassait tout. En plus, ils l'ont porté à 4 litres pour qu'on soit encore un peu plus compétitif, ce qui fait que les vibrations étaient tellement importantes qu'on cassait la pièce qui servait à contrôler les vibrations, tellement ça vibrait. Le damper qui devait amortir ça, il explosait aussi. Donc, j'ai jamais eu de très bons résultats avec Rondeau, alors que j'aurais pu gagner aussi, puisque Josso et Rondeau ont gagné, Voilà. et que j'étais avec des pilotes comme Tambay, des pilotes qui marchaient vraiment bien. Donc, T'es avec Beltoise en 79, Ragnotti en 80, Tambay en 81, Josso en 82. C'est du beau monde. donc on avait à chaque fois des voitures qui auraient pu gagner, mais Oui. bon, c'est Le Mans, quand on n'a pas la chance avec ça, on ne gagne pas. Alors même pour des gens de ma génération, puisqu'il est mort précocement, on n'a pas connu Jean Rondeau, on a du mal un petit peu à l'apprécier maintenant. Quel genre d'homme était-il? Quel genre de patron était-il? Quel genre de coéquipier était-il? Comment tu le qualifierais? Bah, c'était, si tu veux, quand je repense un peu, et on en parlera plus tard dans ma période Oui. constructeur, ce qu'il a fait, c'est assez extraordinaire parce que il part de rien du tout, et c'est parce qu'il n'arrive pas à trouver des bonnes voitures à conduire qu'il décide d'en construire une pour lui. Donc la démarche est assez amusante. Ensuite, par des procédés qui étaient bien particuliers à lui, il a trouvé les financements tout le temps. Et il a construit une bonne voiture. Il a réussi à faire en sorte que des bons ingénieurs qui avaient travaillé ailleurs avant viennent travailler pour lui, sans qu'il les embauche vraiment. Enfin, c'était une petite équipe, beaucoup de système D. Et un bon moteur, le moteur Cosworth, sauf qu'il cassait très souvent, mais bon, quand il marchait, il était compétitif. Il a fait une bonne voiture. Et ce qui a été très très triste et dommage, c'est que pour sa dernière voiture, la 482, qui devait être une voiture révolutionnaire, c'est pour ça que je suis resté avec eux en plus, parce que c'était la première voiture à effet de sol, théoriquement, qui devait marcher avec un avantage considérable sur toutes les autres. Et c'est une voiture qui a été ratée complètement et qui n'a jamais marché. Et qui marchait moins vite que la 382. C'est dommage parce qu'il a réinvesti beaucoup pour cette nouvelle voiture, qui devait être assez révolutionnaire. D'ailleurs, dans les formes, elle l'est. Mais dans les performances, elle ne l'est pas du tout. Et ça a été un peu la fin de Rondeau, c'est que cette voiture lui a coûté cher, elle a été ratée, elle ne marchait pas. C'est quelques similitudes avec la fin de Pescarolo Sport aussi. Ouais, effectivement. 84, bon ben, ça y est, c'est ta quatrième victoire, Joest, avec Klaus Ludwig. Bah, c'est vrai que vous êtes encore, on a l'impression que c'était hier, vous êtes que deux. Et alors c'est vrai que de nos jours, on se dit, mais c'est inhumain de faire le Mans à Ah deux. oui, on a toujours été que deux. Toutes mes victoires au Mans, c'est à deux pilotes. Ouais. Et l'histoire Klaus Ludwig et Joest, c'est assez rigolo parce que dans mes aventures ULM avion, j'étais très très proche du groupe Mouetté-Chandon. Ouais. Et à l'arrivée d'un record qu'on avait établi en avion, il y avait donc le responsable de Mouetté-Chandon de communication. Et mon père lui dit bon, c'est bien d'aider mon fils à faire de l'avion et de l'ULM, ce serait bien de l'aider à retrouver une bonne voiture au Mans. Alors bon, chez Mouetté-Chandon, il dit tiens, il commence à penser à cette idée-là. Et ils sortent un nouveau vin qui s'appelle le Pierlot Impérial, qui n'était pas du champagne, qui était un vin pétillant, mais un mousseux, quoi, un truc bas de gamme, Ouais. mais sur lequel il y avait quand même un gros budget de lancement et de promotion. Et donc James Gilpin, le responsable de Moitié Chandon, il me dit écoute, j'ai un budget à te donner en voiture. Alors je commence à regarder un peu, puis je connaissais bien Reinhold. Je vais le trouver, je lui dis écoute, ça m'intéresserait de refaire le Mans dans une bonne voiture, je peux t'apporter un budget. Alors il organise un rendez-vous à Paris dans un super restaurant avec le sponsor principal de la voiture qui était Newman. Newman, bien sûr. Et là ça se passe très très mal au point que Reinhold Just se lève et il veut partir parce que le responsable de Newman dit à Reinhold, moi je vous donne beaucoup d'argent, je veux pas qu'il y ait une autre marque sur la voiture. Reinhold dit oui, vous me donnez beaucoup d'argent, mais ça suffit quand même pas pour boucler le budget. Moi j'en ai besoin. L'autre il maintient la position.
Et on est traités comme des moins que rien par tout le monde à la Ouais. table. Donc Reinhold, il se lève, il me dit, viens Henri, on s'en va. Bon. Et on arrive quand même à se rabibocher. Et Mhm. donc il y a eu Pierre-Laurent Impérial sur la voiture. D'accord. Et on n'était pas la voiture favorite, parce qu'il y avait beaucoup de 956 qui Mhm. couraient à l'époque. Il n'y avait pas l'usine officiellement, mais il y avait une douzaine de Ouais, 956, donc c'est ça, tout à il y fait. avait du beau monde. Et donc il y avait tout l'état-major de Mouette et Chandon qui Mhm. était là. Et j'appelle James Gilpin, je lui dis on a le numéro 7. Il dit bon, on est sûr de gagner, c'est mon numéro fétiche. Ben, je lui dis ça tombe bien. Oui. On prend le départ, la première voiture qui rentre au stand, c'est la nôtre, panne de pompe à essence. On repart, deuxième panne de pompe, enfin bon, on était complètement largués. Oui. Et avec Lars Ludwig, on avait une course fantastique. On a remonté tout le monde et Bah on oui. gagne. Donc ça a été une course Fabuleux. super parce qu'on était tous à égalité. Il n'y avait pas une usine qui devait favoriser qui que ce soit. Mhm. Il n'y avait rien que des très bonnes écuries avec des 956. Là, Mhm. et on gagne. Donc pour moi, c'était inespéré. Regagner 10 ans après, je l'envisageais même pas, quoi. Bon, et donc tu sais que tu es toujours le pilote français, même si tu n'es plus le seul, le plus victorieux au Mans. Donc, tu en es toujours ça très fier, j'imagine. Ouais, j'ai eu beaucoup de réussite. Fier, grand, j'ai eu beaucoup de chance. Il en faut dans le sport automobile. Et non, je suis conscient de la chance que j'ai eue de conduire les meilleures voitures du monde. Mhm. Parce que j'étais dans des écuries fabuleuses, comme Jaguar avec Bah oui, Wilkenhaus, ça a été quelque chose de grandiose. Là encore, on n'a pas eu de chance parce que c'est notre voiture. Il y a une Jaguar qui a ouais, gagné, donc mais ça c'est c'est pas l'année la nôtre. 88. Et j'ai été chez Sauber Bah avec oui, des pilotes qui étaient fantastiques aussi. Mike Tackwell, qui a été l'un oui. des pilotes les plus doués qu'on ait jamais eu, et qui a quitté la Formule 1 parce qu'il il ne supportait pas les contraintes, mais c'était un avion de chasse. Mhm. Mike Tackwell, ça a été le pilote le plus jeune qui a conduit en Formule 1. Oui, tout à C'est fait. quand il est arrivé de Nouvelle-Zélande, Mhm. il avait la carte d'identité de son frère aîné. Ah oui, Il a eu d'accord. le droit de conduire bien avant Ah l'âge. oui, ok, intéressant, je savais pas. Et donc j'ai eu les voitures les plus belles à conduire. La 512 avec Philippe Inetti, ça a été Mhm. grandiose aussi. Avec Mike Parks comme Oui, coéquipier, c'est fabuleux. 71. Enfin, j'ai vraiment eu T'as été chez énormément de Ligier chance aussi. d'avoir les plus belles voitures du monde aux Bah 24 oui. heures du Mais dis Mans. donc, entre 83 et 88, tu fais 5 équipes différentes. On va dire entre la fin de Rondeau, Porsche Just, Lancia, Sauber Kouros, Jaguar. Tu vois, chaque année pratiquement, tu avais l'impression de changer. Ouais. À quoi c'était dû? À un petit côté mercenaire de ta part, si je puis me permettre ou Non, c'est parce que chaque fois qu'une équipe envisageait de venir au Mans, ils cherchaient les pilotes qui avaient de l'expérience du Mans, donc on me proposait un quadruple vainqueur, des oui. choses intéressantes. Donc Mhm. avec Lancia, je les avais aidés à être champions du monde en courant pour eux à Watkins Glen. Et donc Walkinshaw m'a fait venir parce qu'il savait que j'avais de l'expérience. Il mettait Mhm. 4 voitures, donc il a cherché tous les pilotes qui avaient de l'expérience. Non, c'est parce que j'avais des bonnes propositions à chaque fois, quoi. Bon, bah, c'est tout à ton honneur et c'était mérité. Je reviens juste sur Jost. Reinhold Jost, c'est quand même un personnage légendaire du Mans. Tout ce qu'il a gagné. euh, En plus, 2 fois, il a gagné avec la même voiture 2 années de suite. C'est incroyable. Puis après, quand il a été associé avec Audi, bon, il a encore continué. C'est quel personnage, ce Reinhold Jost? Bah, je Comment tu... l'aimais beaucoup et Oui, je l'aime toujours parce oui, qu'il est encore vivant. Je l'aimais beaucoup parce que d'abord, on s'est bien bagarré en course. Il a été pilote en même temps que moi. mhm, Et quand il a créé son équipe, c'était, si tu veux, quand j'ai créé la mienne, je pensais beaucoup à Reinhold Jost ouais, parce que c'est quelqu'un qui est très humain et qui est très très proche de son équipe, qui est très compétent, qui sait s'entourer de gens vraiment bien. Son ingénieur était fabuleux, c'est lui qui a fait gagner Audi après. mhm. Et il y avait une ambiance que j'aimais beaucoup chez Reinhold, qui est une ambiance familiale. Et je me sentais vraiment bien dans cette équipe. Bah, Et oui. c'est un personnage étonnant. Ça, c'est On peut toujours lui bien. rendre hommage, oui, on est Ouais. d'accord. Alors, tes dernières participations sont marquées par ce que j'appelle une transmission, un passage de témoin un petit peu entre toi et une génération plus jeune. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais vraiment en tête ou ça s'est trouvé un petit peu comme ça, mais que ce rôle t'a plu? Comment... Bah, j'avais rien en tête, en fait. J'ai jamais eu grand-chose en tête, d'ailleurs. Mais si tu veux,
toute la fin de ma carrière, ça a été en fait le résultat de la filière Elf. Oui. Parce que j'étais très très proche de Elf, de Guiter, Tréma, toute la bande. Et quand Elf a décidé de créer la filière, ce qui était quelque chose de grandiose en France, tous les grands pilotes français actuels sont issus de la filière Elf, on m'a nommé délégué général. Ça ne voulait pas dire grand-chose, mais enfin disons que c'était intéressant. J'étais un peu le directeur sportif de la filière, avec des ambitions énormes, puisque l'ambition de Daniel Tréma, c'était de mettre au sein de ce grand bâtiment qui a été construit sur le Technopark, toutes les monoplaces Elf jusqu'à la Formule 1 théorique. C'est-à-dire que ça commençait par la Campus. Les meilleurs en Campus étaient en Formule Renault au sein de la filière. Les meilleurs de Formule Renault étaient en Formule 3 au sein de la filière. Et on devait amener les Formule 3000. Et puis la Formule 1, après, c'était le projet à moyen terme. Malheureusement, ce projet, il est tombé à l'eau quand... malheureusement, Elf s'est fait racheter par Total, puisque la seule ambition de Total, c'était de se séparer de la filière. Enfin, ça, c'est un autre problème. Donc, quand j'ai été manifestement à la fin de ma carrière, c'était dans les années 98-99, Oui. et je me suis dit, tiens, il y a un truc qui serait intéressant à faire, c'est que ces gamins qu'on est en train d'aguerrir, entre guillemets, pour être des pilotes de Formule 1, les mettre dans un gros proto au Mans, ça va être quand même quelque chose qui pourrait être intéressant. Donc je commence à mettre cette idée au sein de Elf en disant il faut faire au sein de la filière, mettre un proto, un gros proto, et comme ça, quand les gamins ils vont sortir de la Formule 3, qu'ils auront conduit un gros proto au Mans, en Formule 3000 ou en Formule 1, ils vont être chez eux, ça sera bien. Et effectivement, l'idée a été acceptée. Donc je me suis fait un accord avec Courage, qui était le bâtiment d'à côté de la filière, et on a pris une Courage aux couleurs Elf, elle était superbe avec le trépan, et donc j'avais dit, moi je prendrais à chaque fois 2 jeunes pilotes avec moi, puisqu'il fallait 3 pilotes à partir de ce moment-là. Et c'est comme ça qu'on va commencer à virer Collard, ces pilotes. Lagorce, Belloc, Clérico, je vois, Grouillard, Montagny. Donc c'est quelque chose qui a très bien démarré, et puis qui s'est mal terminé. Alors là, j'ai jamais compris. Je suis parti faire le Paris-Dakar, et il y a un pilote italien qui s'appelle Fulvio Balabio, qui avait déjà embringué Elf dans des courses de karts un peu partout dans le monde, dans lesquelles j'étais allé d'ailleurs. C'était assez sympa ce qu'il organisait, c'était des courses un peu prestigieuses avec les pilotes de la filière et des pilotes italiens. Et pendant que j'étais parti, cette espèce d'abruti, il a convaincu Daniel Tréma de faire une filière endurance en partant de l'Italie avec des voitures qui s'appelaient des Centenari, des petits protos de litre. Et je rentre du Dakar, ma Courage, elle était virée de la filière, et il n'était plus question de continuer cette opération que j'avais pendant 2 ans fait d'une manière formidable. C'est là où j'avais acquis l'expérience de la préparation d'une voiture, de monter une équipe autour de la voiture. Et il m'a mis la voiture dehors. Et donc j'ai continué à courir encore une année de plus, en étant en dehors de la filière et en m'occupant moi-même de la voiture avec une autre équipe de mécaniciens. C'était la dernière année, donc en 99. 99, elle est engagée sous ton nom, effectivement. Voilà. Donc parce que Daniel Tréma m'a mis dehors. On est très copains, si tu veux. Depuis, je le revois régulièrement. Il n'arrive pas à expliquer pourquoi il a fait ça. Il s'est fait embobiner par l'abruti de Balabio. Alors attends, non, je termine juste sur ta dernière participation, 99, donc tu as 56 ans. Tu sais à ce moment-là que c'est ta dernière, tu avais pris ta décision, ça avait été annoncé. Moi je ne me souviens pas que tu l'avais annoncé à ce point-là. Si tu veux, je ne savais pas que c'était ma dernière en la faisant. Par contre, je savais que sans Elf, me débrouiller tout seul, je ne pensais pas pouvoir y arriver, si tu veux. Donc je ne me posais pas de questions. J'étais quand même aidé un peu par Elf. Et puis je pensais que ça allait être ma dernière participation parce que je ne me voyais pas retrouver des budgets, tout le bazar. Le contexte est tellement difficile quand tu dois financer une voiture toi-même. Bon, j'avais l'habitude quand même de rechercher des budgets parce que j'en avais eu besoin pour aller dans beaucoup d'équipes quand même. Bien sûr.
je prenais les choses un peu comme elles venaient. J'avais pas de projet à court ou à moyen terme. Simplement, je savais que Elf, c'était fini. Total reprenait la filière. Le seul objectif qu'on avait, c'était de fourguer. Donc, il n'y avait plus aucun intérêt dans la filière. Et j'étais un petit peu en me disant, bon, bah, c'est la fin de ma carrière, au revoir, monsieur, dame, tu vois. Donc, cette dernière participation, à mes yeux, c'était vraiment la dernière participation tout court. Tu vois, j'avais pas d'autres projets. Écoute, on va terminer par ça en disant que donc Michel Ferté et Patrice Guay auront été tes derniers coéquipiers en tant que pilote, que tu termines sur un classement excellent, 9e, parce que cette année-là, moi, évidemment, c'est une année pour moi mythique, hein, Mercedes, Toyota, Nissan, officiel, BMW bien sûr, enfin, je veux dire, il y a un casting hallucinant, tu fais top 10, et tu as donc 56 ans, je le rappelle, bah, c'est symbolique quoi, d'une fin, je trouve, de parcours en tant que pilote au Mans qui fait que tu termines sur une note. Donc ce qui m'a fait plaisir, c'est que dans les derniers coéquipiers que j'ai eus, ils sont tous devenus pilotes d'usine après. Parce qu'on avait fait une belle course, qu'ils avaient bien marché. Lagorce, il s'est retrouvé chez Mercedes. Bon, Alain Ferté, c'est un peu différent. Il a eu son équipe aussi. Mais et c'est ce qui s'est passé, on en parlera plus tard. Beaucoup des pilotes qui passent chez moi ou qui sont passés avec moi sont devenus pilotes d'usine juste derrière. Allez, c'est la fin de notre deuxième épisode. Mais tu te rends compte qu'on pourrait passer des heures avec toi, Henri. Mais bon, allez, on va se limiter là. Donc, le deuxième épisode de l'Afterlap, c'était consacré à ta carrière de pilote au Mans. Merci pour tous ces souvenirs, Henri. Et puis, d'ores et déjà, je donne rendez-vous à nos auditeurs pour un troisième épisode en ta compagnie, où là, on va parler donc de ton expérience qui a suivi celle-là. S'ils en ont pas assez, ce sera avec plaisir. Voilà. Bon, tu tiens le coup aussi, hein, tu me rassures. Bon, allez, merci à vous tous et donc à bientôt avec Henri Pescarolo. Salut.